Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre ce matin ce webinaire sur l'optimisation et valorisation des logiciels et actifs de propriété intellectuelle dans vos entreprises. Je suis Gisela Sanchez, Product Manager chez Finance Innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos partenaires, Olivier Barloy, président de la société Ordipat, et Jean-Philippe Laurent, directeur de la mission IPbox chez Leït. Dans quelques instants, Olivier va nous présenter comment suivre et optimiser nos actifs de propriété intellectuelle dans nos sociétés. Et Jean-Philippe va nous conseiller sur comment valoriser les actifs de propriété des pays tout en bénéficiant d'une imposition à taux réduit. Ce dispositif s'appelle aussi la IPbox. Avant de laisser la parole à Olivier et Jean-Philippe, je vous rappelle que tous les participants, vous avez à votre disposition, à droite de votre écran, un onglet pour poser vos questions. L'idée est de faire de ce webinaire le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Et aussi, sachez que la rediffusion de ce webinaire sera disponible dès la fin de notre présentation et c'est aussi disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc voilà, Olivier, Jean-Philippe, je vous laisse la parole maintenant. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler ce matin un peu de propriété intellectuelle, donc comment on acquiert les droits, comment on les gère et surtout comment on peut optimiser la gestion de ces droits et minimiser les coûts de gestion. Alors, donc, comment est-ce qu'on acquiert un droit de propriété intellectuelle? Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un droit de propriété intellectuelle? Donc, en ce qui concerne un brevet, une marque, un modèle ou un nom de domaine, c'est avant tout un monopole. Donc, c'est si vous avez inventé quelque chose et que vous voulez conserver ce monopole, soit sur un brevet, soit sur une marque, soit sur un nom de domaine, il faut le déposer auprès d'une autorité qui va vous garantir ce monopole. Comment est-ce qu'on acquiert ce monopole? On l'acquiert avec l'aide soit d'un conseil en propriété industrielle, qui lui va disposer de mandataires agréés. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir de vous représenter auprès des organismes d'État qui vont vous donner ce monopole. Les gros industriels font ça via des services internes de gestion de propriété intellectuelle dans lesquels ils ont eux-mêmes leurs propres mandataires. On peut aussi le faire tout seul, on peut parfaitement aller se représenter tout seul auprès de l'INPI, mais c'est un peu comme aller devant une cour criminelle sans avocat. C'est faisable, mais c'est pas facile. Une fois qu'on a acquis ces droits de pays, ce qui peut prendre un certain temps, il faut pouvoir les gérer. Donc, quand on a acquis un brevet ou une marque, c'est un droit, et ce droit, il n'est pas éternel, et si on ne le gère pas, il ne va pas perdurer. Donc, pour les gérer, il s'agit en fait essentiellement de gérer des échéances, des coûts, des workflows, des process, des documents, et d'avoir une vision globale sur le portefeuille. Donc, tout est une question de volume. Si on a assez peu de droits à gérer, le mieux est de laisser un conseil en propriété industrielle et leur portail le gérer pour vous, parce qu'ils ont la connaissance, ils savent exactement gérer aussi bien des petits portefeuilles que des gros portefeuilles, et vous aurez en gros à vous occuper de rien. Ça coûtera un peu plus cher, mais vous aurez à vous occuper de rien. Ensuite, quand on a des volumes assez moyens, de l'ordre de quelques centaines de titres, jusqu'à moins de 1000 titres, on peut parfaitement gérer ça sous Excel de manière assez simple. C'est en tout cas, moi, la recommandation que je fais. Quand on a des volumes plus gros, donc 1000 titres ou plus, là, il peut être intéressant de considérer de faire l'acquisition d'un logiciel de gestion de droits de propriété intellectuelle, ce qu'on appelle couramment un IPMS, donc Intellectual Property Management Software. Et ces logiciels sont assez complexes, mais ils peuvent être utiles à gérer un gros portefeuille. Et si on a vraiment donc un gros volume à gérer, le logiciel interne est absolument indispensable. Donc il y a assez peu d'éditeurs de logiciels IPMS sur le marché. Donc Ordipat en est un, et il y a en fait deux sortes de logiciels. Vous avez les logiciels de gestion, de suivi et de workflow des droits purs, et puis vous en avez d'autres qui sont des logiciels de valorisation du portefeuille et de prospective, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à vous dire, voilà, si je dépose tant de brevets par an dans tel domaine, combien va me coûter ma propriété intellectuelle sur les prochaines années. Vous avez encore moins de logiciels qui font ça. Des logiciels qui gèrent des portefeuilles de droits au niveau administratif, au niveau des workflows, des documents, et d'une vision globale simple du portefeuille.
vous avez une petite dizaine d'acteurs sur le marché dans le monde, dont Ordipat fait partie. Ensuite, pour maintenir donc ces droits de propriété intellectuelle, en supposant que vous ayez un logiciel ou pas, il va falloir s'occuper de maintenir en vigueur le droit. Donc, un brevet donc, est acquis en général pour une durée de 20 ans. Il peut y avoir des exceptions, dans certains cas ça peut être un peu plus long, mais ce brevet ne va pas rester valide, donc ce monopole ne va pas perdurer si on ne fait rien. Donc, et pour pouvoir faire perdurer ce monopole, il faut en général, dans tous les pays du monde, payer ce qu'on appelle une taxe de maintien en vigueur tous les ans. Alors, le principe de base, c'est ça, on paye une taxe de maintien en vigueur tous les ans. En fait, dans la pratique, c'est un peu plus complexe parce que le démarrage du paiement de cette taxe ne démarre pas forcément la première année, c'est pas forcément tous les ans, et il y a des règles qui peuvent être un peu complexes. Pour une marque donc est valable en général 10 ans dans tous les pays du monde et elle peut être renouvelée indéfiniment, alors qu'un brevet, lui, au bout de ses 20 années d'existence, il expire et il passe dans le domaine public et tout le monde peut exploiter le brevet. Les modèles sont souvent entre la marque et le brevet, ça dépend des pays, ça dépend des types de modèles. Vous en avez pour lesquels il faut payer donc des annuités et des redevances tous les ans, et d'autres qui doivent être renouvelés tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Ça dépend des pays et ça dépend des types de modèles. Je parle aussi du nom de domaine parce que le nom de domaine est un droit de propriété intellectuelle. C'est le droit d'acquérir un nom et de l'utiliser sur Internet. La différence entre le nom de domaine et les brevets et les marques, c'est que ce droit n'est pas, et ce monopole n'est pas garanti par des organismes d'État, mais en général plutôt par des sociétés privées qui sont elles-mêmes soumises à une règle internationale de l'Internet qui s'appelle l'ICANN, mais ce sont des sociétés commerciales qui vous assurent ce monopole, avec toute la jungle qui peut tourner autour. Mais c'est la même chose, en général, il faut payer tous les ans et le nom de domaine est valable éternellement. Alors après, comment faire pour gérer et maintenir un portefeuille de droits de propriété intellectuelle? Donc, comme pour les logiciels, c'est une question de volume. Si vous avez des petits volumes à gérer, étant donné la complexité de la chose, il vaut mieux laisser le conseil en propriété industrielle le faire. Ou si vous n'avez que des brevets français, vous pouvez le faire vous-même, mais il faudra penser à le faire. Et la différence entre un conseil en propriété industrielle, c'est que lui, il a l'obligation de le faire, de vous rappeler qu'il faut le faire, tandis que si vous le faites vous-même, vous pouvez oublier et perdre votre droit. Donc, petit volume, laissons plutôt le conseil en propriété industrielle agir. Les volumes moyens, on peut laisser le conseil en propriété industrielle ou passer par ce qu'on appelle un PPI, donc un prestataire en propriété industrielle. Donc les prestataires en propriété industrielle sont des entreprises qui vont vendre des opérations administratives connexes à la propriété industrielle sans être pour autant mandataires. C'est le cas assez typique des renouvellements de marques et des maintiens et des paiements d'annuités de brevets. Donc les prestataires les prestataires en propriété industrielle, eux vont pouvoir proposer des prestations assez bon marché parce qu'ils vont gérer des très très gros volumes et ils vont être équipés avec des logiciels qui sont spécialisés dans certaines opérations administratives. Et si vous avez des gros volumes de propriété industrielle à gérer, il est vraiment indispensable de passer par un prestataire en propriété industrielle parce que les économies vont être substantielles et on va en parler après. Donc Acumas, qui est donc une société sœur d'Ordipat, est un prestataire de propriété en propriété industrielle qui assure le maintien en vigueur de brevets et de marques et qui essaye de le faire au plus direct, au moins cher. Et c'est pareil, sur le marché, il y a assez peu de prestataires en propriété industrielle. Je dirais que dans le monde, il y en a une petite cinquantaine et dont 5 gros. Et pas plus que ça en fait. Donc comment est-ce qu'on peut optimiser le coût de son portefeuille et de le maintenir en vigueur au meilleur coût possible? Donc les brevets, on en a parlé, il faut payer quelque chose tous les ans pendant 20 ans. Les marques, c'est plutôt tous les 10 ans. Si vous avez des gros volumes, vous allez de toute façon utiliser un conseil en propriété industrielle pour acquérir le droit, un logiciel pour gérer ces droits, et probablement un prestataire en propriété industrielle
pour maintenir en vigueur les droits. Il faut absolument qu'il y ait une interconnexion entre ces trois acteurs. Parce que si vous n'avez pas d'interconnexion, ce que je vais vous montrer après, à chaque fois qu'un brevet est déposé, il va falloir le rentrer dans le logiciel. Donc, il y a des informations qui vont passer du CPI à l'IPMS. Et à chaque fois qu'un droit devra être maintenu en vigueur, il faudra transmettre les informations au PPI, donc au prestataire en propriété industrielle, et qui lui-même pourra notifier le conseil en propriété industrielle quand un droit a expiré ou a été déchu pour quelque raison que ce soit. Sur ce schéma-là, donc, si vous avez des gros volumes, s'il n'y a pas d'interconnexion automatique, les interconnexions automatiques sont représentées par les petites flèches, ben, s'il n'y en a pas, vous serez obligé de mettre des humains à la place. Et ça ne sera pas forcément une bonne idée que d'utiliser des logiciels et un prestataire. Si vous n'avez pas d'interconnexion, ça risque de coûter plus cher en temps humain. Donc il faut bien penser à ça quand on organise des solutions avec des logiciels et d'autres prestataires. Il y a en cours d'élaboration une norme d'échange d'informations entre les acteurs de la propriété industrielle. Donc c'est une norme qui a été déposée à l'AFNOR, qui s'appelle EDP et qui est une norme française qui va probablement passer à l'ISO. Et lorsque cette norme sera implémentée, ça simplifiera grandement l'interconnexion entre tous les acteurs du marché. De telles normes existent dans beaucoup d'industries. Je vois par exemple, un exemple tout simple, c'est l'industrie automobile. Ils ont réussi à normaliser les échanges de pièces détachées de manière assez magique. Vous allez chez n'importe quel vendeur de pièces détachées, vous rentrez votre plaque d'immatriculation et ils savent immédiatement quelles sont les pièces dont vous avez besoin pour maintenir votre voiture. Eh ben, il y a une sorte de norme qui est en train de se mettre en place pour la propriété industrielle. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est en cours. Alors maintenant, on va rentrer dans le cas particulier du brevet. Donc, bon, pour la marque, on en parlera un peu après, c'est un peu différent, mais le principe de base est le même. Donc, d'abord, un chiffre très important à retenir, c'est que pour maintenir en vigueur un brevet, le coût moyen de maintien annuel d'un brevet, c'est 450 €. Donc, si vous avez alors, ce coût moyen est valable pour un portefeuille relativement conséquent. Donc, si à partir de 1000 brevets, si vous gérez 1000 brevets, depuis une quinzaine d'années et que vous avez donc des brevets qui rentrent, qui expirent et vous en redéposez chaque année, si votre volume moyen est de 1000 brevets, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Vous vous rendrez compte que de maintenir en vigueur un brevet, ça coûte en moyenne 450 € par an. Si ça vous coûte plus, il y a probablement un problème. Donc il y a probablement moyen d'optimiser ça. Si ça vous coûte moins, ben, surtout ne changez rien. C'est le coût de maintien en vigueur d'un brevet. Pour une marque, c'est pareil, se décompose donc en 4 parties. Vous avez ce que j'ai mis en rouge, d'abord la taxe officielle. C'est la taxe que vous devez payer auprès de l'organisme qui vous a attribué le monopole. C'est officiel, c'est une taxe d'État, c'est incompressible et c'est la partie qui varie et qui augmente avec le temps. Donc, par exemple, en France, déposer un brevet la première année pour le maintenir en vigueur, ça coûte quelques dizaines d'euros. Quand vous arrivez vers la 20e année, ça coûte plutôt 700 ou 800 €. En Allemagne, c'est du même ordre. Ça coûte quelques dizaines d'euros au début de la vie du brevet. Les dernières annuités coûtent plutôt 2000 €. Même chose aux Pays-Bas. Donc, on pourrait prendre tous les pays du monde. La taxe officielle augmente au fur et à mesure que le brevet vieillit. Et la raison en est assez simple, c'est que l'organisme qui vous a attribué le monopole considère que si vous avez toujours besoin de ce monopole, c'est que le brevet ou le droit de propriété intellectuelle vous rapporte de l'argent. Donc, s'il vous rapporte de l'argent, vous avez parfaitement les moyens de le maintenir en vigueur. Et plus le brevet est vieux, plus vous devriez avoir les moyens de payer les taxes de maintien. Donc ça, c'est la partie incompressible des coûts de maintien en vigueur d'un brevet. Vous avez donc la partie honoraire, donc ce seront les honoraires que prendront le conseil en propriété industrielle ou le prestataire en propriété industrielle. C'est assez variable, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, vous pouvez donc avoir des honoraires d'agent, ce qu'on appelle des débours. Si vous devez maintenir un brevet en Indonésie et que le prestataire auquel vous confiez cette tâche est un
conseil en propriété industrielle français, il sera lui-même obligé de faire appel à un conseil en propriété industrielle indonésien qui lui prendra des frais, donc ce qu'on appelle les honoraires d'agent. On peut donc jouer sur les honoraires que pratiquent donc les conseils ou les prestataires et les honoraires qui sont appliqués à l'étranger. Là où un prestataire en propriété industrielle va avoir beaucoup plus de poids qu'un conseil en propriété industrielle, c'est sur les honoraires d'agents à l'étranger parce qu'il va avoir des volumes beaucoup plus importants. Donc il va pouvoir choisir un seul et unique prestataire à l'étranger et faire baisser les prix par effet de volume. Le but du jeu également, aussi bien pour un conseil en propriété industrielle qu'un prestataire, c'est à chaque fois que c'est possible, c'est de payer directement auprès des offices nationaux et de ne pas passer par un intermédiaire local. Sur les 20 plus grands pays industrialisés, il n'a pas besoin de passer par un agent localement, on peut payer directement auprès de l'office. Et puis vous pouvez avoir des frais divers. Donc les conseils en propriété industrielle peuvent vous prendre des frais divers, les prestataires aussi. Et je dirais que plus un prestataire est bas dans ses tarifs, plus il va essayer de compenser ses prix bas par des frais divers. Et on peut inclure dans les frais divers les taux de change, puisque de nombreuses taxes officielles doivent être payées localement en devises. Et donc il faut faire des transferts de fonds qui peuvent avoir un certain coût, et les taux de change appliqués peuvent être assez variables. Et il n'est pas impossible que les prestataires, quels qu'ils soient, prennent des marges sur ces taux de change. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Pour les brevets, quelque chose d'assez intéressant qui n'est pas souvent pratiqué, mais je vois quelques industriels le pratiquer, c'est de considérer de ne pas payer la dernière annuité. Parce qu'en effet, la 20e annuité, qui est en général la plus chère, est valable au début de la 20e année. Et dans tous les pays du monde, vous avez un délai de 6 mois pour payer cette 20e annuité. Donc en gros, votre brevet est valable pendant 19 ans et demi, même si vous ne payez pas la 20e. Après, si vous ne payez vraiment pas la 20e, au bout de 6 mois, donc 19 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme qui vous a attribué le monopole va commencer à se rendre compte que votre brevet n'est plus maintenu et il va le déchoir. Et il va encore mettre un certain temps pour déchoir ce brevet, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ce qui fait que si ce brevet ne sera plus valable en fait pour les 3 derniers mois de sa vie. C'est à considérer parce que ça n'a peut-être pas d'impact, à moins que vous ayez des licences très importantes sur un brevet extrêmement précieux. Ça n'a probablement pas d'impact de ne pas payer la 20e annuité. Je connais quelques industriels qui font ça systématiquement et les économies ne sont pas négligeables. Et donc, pour les marques, c'est à peu près la même chose, sauf que d'abord, c'est tous les 10 ans. Il faut très très souvent passer par des agents à l'étranger. Et pourquoi il faut passer par des agents à l'étranger? Parce que quand on renouvelle une marque, il est extrêmement important de la renouveler au bon nom et au bon titulaire et de faire toutes les inscriptions qui vont faire que la marque appartient bien à la personne qui l'a déposée. Autant pour un brevet, ça n'a pas tellement d'importance, encore que, on va en reparler un petit peu après, mais pour une marque, vous ne pouvez pas renouveler une marque sans l'inscrire au bon titulaire. Et ces inscriptions, en général, doivent être faites en passant par un agent, quasiment dans tous les pays du monde. Donc, il y aura des honoraires d'agent, et comme les volumes sont moins importants par définition, puisque ça se renouvelle que tous les 10 ans, c'est plus difficile de jouer sur les coûts. Et il y a moins de pays où on peut payer directement auprès des offices. Il y en a quelques-uns, mais il y en a moins. Donc, de passer par un prestataire n'est pas forcément intéressant, sauf si on a vraiment des énormes volumes. Et de toute façon, il y a énormément de procédures administratives à faire qui peuvent difficilement être informatisées. Donc, le problème d'économie potentielle dans les renouvellements de marque est moindre que pour des maintiens en vigueur de brevets. Alors, je viens de dire que pour les marques, il faut absolument donc inscrire les marques au bon mandataire, au bon titulaire, pardon. Pour les brevets, si un brevet change de main,
C'est pas très grave si on fait pas l'inscription, si on n'indique pas donc à l'organisme qui a délivré le monopole que le brevet a changé de main, c'est pas très grave, sauf s'il arrive un problème. Donc, s'il arrive un problème, seul le mandataire inscrit pourra agir. Et si le titulaire inscrit pourra agir. Et si ce titulaire est une société qui a disparu parce qu'elle a vendu son portefeuille, ça devient très très compliqué de remettre en vigueur le droit s'il y a eu un accident dessus. Donc, pour les brevets, il faut quand même faire attention de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire les changements de titulaire ou pas? Parce que si on ne les fait pas et qu'il y a un accident, ça peut être très compliqué. Et voilà ce que j'avais à dire pour optimiser les coûts de gestion. Je l'ai fait à peu près en 20 minutes et je vais pouvoir passer la parole à Jean-Philippe pour la suite. Merci Olivier. Alors Jean-Philippe, c'est à vous maintenant. Oui, bonjour. Alors j'espère que la présentation va suivre. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Laurent. Je suis directeur de mission IP-Box auprès du cabinet Layton. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, le cabinet Layton est le numéro 1 au Conseil des financements et de l'innovation, avec près de 18 000 clients, 27 bureaux dans le monde, dont 8 en France, et environ 1400 collaborateurs. Dans ce cadre-là, on a été amené à être très intéressé par la réforme de la fiscalité de intellectuelle. Cette réforme, elle s'applique à un régime fiscal qui existe, qui, depuis des années, sur les revenus de la propriété intellectuelle. Ces revenus sont imposés, la dernière année où ce régime existait, 2018, à un taux séparé de 15% sur les revenus bruts de la propriété intellectuelle. Mais le problème de ce dispositif, c'est que globalement, il ne dépend pas du tout des lieux d'exercice de l'activité de la R&D qui a généré les actifs de propriété intellectuelle. En clair, des sociétés pouvaient en bénéficier alors qu'elles n'étaient pas à l'origine des actifs de propriété intellectuelle éligibles. Voilà. A fait l'objet d'une critique en provenance de l'OCDE dans un projet qui s'appelle le BPS, Base Evasion and Profit Shifting, dans lequel le dispositif français était considéré comme une pratique dommageable des autres pays. La France s'est donc engagée à modifier son dispositif fiscal. Et c'est ce qui a donné ce que nous, on appelle avec d'autres, ce que certains appellent le patent box, j'allais dire en clair, enfin, pour autant que ça soit en clair, est plutôt l'article 238 du Code général. Donc, le nouveau dispositif est conforme aux exigences de l'OCDE et il est applicable aux exercices ouverts du 1er janvier 2019. Donc, ce nouveau régime, vous direz, mais pourquoi est-ce qu'on en parle et quels sont les actifs qui sont concernés? Les actifs qui sont concernés, on va être très clair, ce sont des brevets. Se rattachent aux brevets des certificats d'utilité et des certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet. Nous appellerons ça brevet. Des certificats d'obtention végétale, et ces certificats et ces brevets sont valables non seulement par rapport aux actifs qui sont des provenants d'autorités françaises, mais également des titres étrangers équivalents. Donc, ils sont distribués par des offices étrangers intellectuels ou de protection des obtentions végétales. Il faut bien évidemment que les titres soient en cours de validité, non nuls, non déchus et non tombés dans le domaine public. Voilà que ce qui s'applique en matière d'IP-Box, ce sont les revenus
qui sont directement tirés de ces actifs éligibles. Donc, par définition, ils doivent exister. Mais il y a également une troisième grande catégorie d'actifs au nouveau régime IP-Box, logiciels protégés par le droit d'auteur, de l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ça, c'est une des nouveautés majeures du dispositif. Les logiciels protégés par le droit d'auteur au sein des actifs éligibles. À cela, il faut rajouter deux typologies d'actifs, on va dire un petit peu plus annexes, les procédés de fabrication industrielle, mais avec des conditions qui sont cumulatives et qui du coup restreignent la possibilité de les considérer comme des actifs éligibles. À savoir, ils doivent résulter d'opérations de recherche, au sens recherche des définitions impliquées par le manuel de phrase créative, c'est-à-dire schématiquement du CIR. Ils doivent constituer un accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'un certificat d'utilité et doit faire l'objet d'une même cession, concession ou sous-concession que le dit brevet ou le dit certificat d'utilité. Ils ne sont que des annexes à des brevets et à des certificats d'utilité. Cinquième catégorie, les inventions non brevetées dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI, mais là, il y a des critères restrictifs qui ne s'appliquent qu'à des PME et évidemment en attente d'un décret pour simplement confirmer le fait que l'INPI est adapté à gérer cette problématique de brevetabilité certifiée. Donc, schématiquement, nous, ce qu'on peut retenir très globalement, c'est qu'il y a trois typologies d'actifs: certificat d'obtention végétale et logiciel protégé par le droit d'auteur. Alors, contribuables et activités concernées. Les contribuables ou activités concernées sont les entreprises, bien évidemment, soumises à l'IS, pour des entreprises qui relèvent de l'IRPP, qui sont soumises à un régime réel d'imposition. Les sociétés de personnes et assimilées peuvent également être concernées. Non pas sur le cadre général des inventeurs, dire qui relèvent de l'IRPP. Les activités concernées sont des activités de concession, sous-concession et de cession. Donc, les activités de concession doivent être comprises au sens large administrative de tout contrat qui confère un droit d'utilisation. Les concessions peuvent être exclusives ou non. Il n'y a aucune obligation d'exclusivité. Elles peuvent être totales ou partielles. Tous les droits ne sont pas forcément concernés par l'activité de concession. Alors, pardon, Jean-Philippe, Oui. je m'excuse de vous couper. On a un problème avec votre son. On ne s'entend pas très bien. C'est ce que je vois comme message. Oui. Donc, alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose de votre côté? Vous voulez redémarrer en attendant? Vous déconnectez, vous le connaissez comme ça? Ou peut-être… Excusez-moi, j'essaie de me déconnecter, de me reconnecter. Oui, on peut essayer ça en attendant. Alors, je préviens les participants que on vous attend. Alors, merci de vos messages. On a un petit souci. En attendant, Olivier? Oui. Alors, en attendant qu'on a quelques secondes, je profite alors de vous poser une question. Vous avez parlé de brevets, des marques, nombre des domaines, des sujets assez sensibles pour les sociétés quand même. Oui. Si vous avez un conseil peut-être à donner auprès des chefs d'entreprise, ou des entreprises en général qui participent aujourd'hui, quel pourrait être les seuls conseils, un conseil à retenir? Je dirais que le conseil à retenir, c'est que les solutions qu'on va mettre en place dépendent des volumes à gérer, en fait. Et parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, de confier ces
ces volumes à gérer à un prestataire peut générer des coûts induits qu'on ne voit pas forcément. Donc il faut bien penser la solution de manière globale, quoi. Quels sont les différents intervenants sur le portefeuille entre les conseils, les prestataires, les offices et le client. Voilà, c'est un équilibre entre tout ça. Et je dirais que la frontière, elle est autour de 1000 titres. Donc voilà, en général, quand on a moins de 1000 titres, il vaut mieux laisser les prestataires faire. Quand on en a plus de 1000, ça peut devenir plus intéressant de trouver d'autres solutions et de faire ça en interne ou avec d'autres prestataires spécialisés. Super, merci Olivier. Alors Jean-Philippe, vous êtes de retour. J'espère que le son est meilleur. Alors, ben, on vous écoute, on laisse continuer, on l'espère voilà. aussi. Donc, je vais reprendre. J'ai vu un certain nombre de messages qui m'ont un petit peu troublé, qui disaient que le son était mauvais, mais là, je vais bien faire. Donc, voilà. Donc, qui est concerné par ce nouveau régime? Donc, on a vu que c'était des entreprises principalement soumises à l'IS, mais si quelques-unes concernées peuvent effectivement être concernées. On a vu que les activités, et c'est là surtout le point sur lequel on voulait insister, ce sont des activités de concession au sens large, exclusives ou non, totales ou pas. Les activités de sous-concession, c'est-à-dire que schématiquement, c'est les activités de concession de rang 2, mais c'est également concerné par l'IPbox l'activité de cession qui a quand même des conditions supplémentaires, à savoir 2 conditions cumulatives. Le fait qu'il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre les 2 sociétés concernées par la cession, et le fait que la détention de l'actif qui est cédé doit avoir été constatée depuis au moins 2 ans si l'actif a été acquis à titre onéreux, ce qui entend qu'un actif qui serait développé par l'entreprise ne serait pas soumis à cette condition. J'espère, je pense que le son est meilleur. Là, j'entends plus je ne lis plus de remarques en ce sens. Voilà. Donc, le niveau dispositif, il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui est vraiment cumulable avec les dispositifs publics de soutien à la R&D et l'innovation, que sont par exemple le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, dispositif Jeune Entreprise Innovante, les éléments, si j'ose dire, les aides et subventions. Pourquoi est-ce que vous allez voir que ça ne rentre pas dans le calcul dans les mêmes, aux mêmes endroits et que ça n'a donc pas les mêmes effets? Le dispositif, c'est d'abord et avant tout pour permettre la localisation en France des actifs de propriété intellectuelle par les activités de R&D. Ça n'est pas un avantage. Ça n'est pas un avantage au titre des activités de R&D. Je crains que le son ne se soit pas forcément amélioré, c'est ce que je lis. Oui, et c'est vrai, c'est un peu mieux. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai que ça coupe un peu. D'accord. Je vais essayer de parler bien lentement pour que ça passe le mieux possible. Parfait, voilà, parfait, comme ça c'est parfait. Voilà. La prise d'option s'effectue via la liasse fiscale. C'est-à-dire que c'est la présence d'un certain CERFA au titre d'un exercice donné qui permet de bénéficier de l'IPbox. Cette présence qui vaut prise d'option, c'est-à-dire qui permet à l'entreprise de bénéficier de l'IPbox, de faire une rectification dans l'éventualité d'une déclaration rectificative. Ça veut dire que pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2020, cette mention doit apparaître dans la liasse fiscale à peu près au milieu de l'année 2021, pour être précis, vers le 15. L'option peut s'exercer par actif, c'est-à-dire par logiciel, mais ça peut faire également l'objet de regroupements par produit, par famille de produits, par exemple, correspondre à le découpage de la comptabilité analytique et du reporting des sociétés. L'enjeu, bien évidemment, c'est de bénéficier d'un taux sur les revenus nets, et on va voir de quoi, de le pays, qui est ramené à 10%.
au lieu, bien évidemment, des 28% de ce qu'on voit sur les exercices ouverts à côté du 1er janvier 2020. C'est significatif. Pour répondre aux exigences de l'OCDE, on a inclus dans le dispositif ce qu'on appelle le nexus. C'est un ratio dont vous voyez la formule. Cette formule, en fait, elle n'a qu'un seul but. Intégrer dans le calcul de l'IPBox, dans l'avantage fiscal qui est accordé, intégrer uniquement cet avantage fiscal des entreprises qui ont elles-mêmes contribué à développer les actifs. Et ça veut dire que ça mesure la part de la R&D interne, petite spécificité également celle sous-traitée à des tiers non liés, dans le coût d'origine des actifs de propriété intellectuelle. C'est un ratio qui se calcule en cumul des dépenses exposées par le contribuable au titre de l'exercice et des exercices antérieurs. Ce ratio Nexus est majoré jusqu'à 130% de sa valeur, mais dans la pratique, il est plafonné au taux de 100%, de facto, et donc un coefficient qui varie entre 0 et 100% et qui mesure la part de la R&D que vous avez accomplie et que vous avez confiée à des tiers non liés sur la valeur totale de la R&D du logiciel. Concrètement, pour une FinTech, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les revenus nets qu'on va appeler de l'IPBox doivent être sommés pour chaque actif éligible. Ce sont, je vous rappelle, des logiciels protégés par le droit d'auteur. Évidemment, il doit avoir un certain degré d'originalité, tel que défini par la législation. Et puis, bien évidemment, on somme quoi? Notre fameux coefficient Nexus, alors c'est le coefficient d'assujettissement, c'est-à-dire avec la majoration de 130%, qui est donc compris entre 0 et 100%, qui mesure de la part de la R&D qui est accomplie, auquel on applique une assiette. Et cette assiette, schématiquement, ce sont des revenus uniquement, bien évidemment, de cession, concession et sous-concession, ce qui est toujours en termes de logiciel la problématique dans le cas d'une exploitation en licence maintenance de la prise en compte des versions successives, mais également dans le cas de l'abonnement SaaS, de la prise en compte et surtout de la détermination du correspondant à la licence, à ce droit d'utiliser ou d'exploiter le logiciel qui est valorisable au sein de l'IPBox. A contrario, ce qui va en moins de l'assiette, dépenses, pour être précis, ce que dit le texte, ce sont les dépenses directes de R&D liées à la création, au développement et à l'acquisition de l'actif éligible. Ce sont donc les équipes de développement au sens large. On dépasse véritablement l'aspect purement recherche. On est sur la recherche et le développement là-dessus, déterminé de manière exhaustive. Pourquoi? Pour ne pas, bien évidemment, majorer de manière induite les revenus nets de l'IPBox et donc l'avantage fiscal. Pourquoi tout ça? Simplement parce que ces revenus nets sont imposés au taux de 10% et bien évidemment, l'assiette des revenus nets est déduite du résultat imposable de ce qui est imposé au taux normal. Sur une réduction du taux d'imposition pour une fraction de l'impôt société, on n'est pas sur un crédit reportable, transmissible à l'image du CIR et de CIBESI. Bien évidemment, on est dans un mécanisme déclaratif, donc forcément, ça suppose la mise en place d'un dossier de documentation, une documentation spécifique qui décrit l'organisation de l'activité des R&D de l'entreprise, la présentation détaillée des actifs éligibles, éventuellement des regroupements à adopter, évidemment qui détaille tous les calculs, que ce soit en matière d'assiette ou que ce soit en matière de nexus. Le document évidemment important, c'est en fait chronologiquement le premier, c'est le CERFA. Le CERFA qui est mis en place lors de l'émission de l'alias fiscale, lors de sa transmission. C'est un CERFA qui est donc le 2468 en
société indépendante au sens fiscal et le 2467 en cas d'intégration fiscale. Voilà. Globalement, voilà un petit peu une présentation très simplifiée que j'essaie de faire assez lentement parce que je sais que le son était donc pas de grande qualité pour vous permettre de comprendre les enjeux de l'IPbox. Elle est un peu schématique parce qu'il y a des spécificités, et il y a effectivement des nuances qu'on n'a pas apportées dans cette présentation de manière un petit peu courte. Vous nous excuserez, mais ça vous permet d'en comprendre les enjeux. C'est un dispositif donc très récent que nous maîtrisons avec la proximité des acteurs institutionnels français. Bien évidemment, pour cela, il faut avoir une équipe spécialisée en matière de fiscalité d'innovation, avec bien évidemment des compétences en termes des organisations R&D, des entreprises, des bonnes pratiques en matière de suivi des projets et des coûts, des liens avec des équipes comptables, et bien évidemment un savoir-faire fiscal et documentaire ou prouvé jusqu'aux éventuelles résolutions des contentieux avec l'administration, dans la mesure où, effectivement, comme vous l'avez compris, le dispositif est très récent. Il faut bien évidemment maîtriser également les interactions avec les missions CIR et C2I. Vous avez dit qu'il pouvait y avoir un lien entre les dispositifs, mais effectivement, ce sont des dispositifs différents qui ne visent pas les mêmes objectifs. Voilà, en termes de présentation sur l'IPbox, de manière très schématique, voilà comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut vous amener pour les éditeurs de logiciels qui sont effectivement les premiers bénéficiaires de cette réforme, dans la mesure où il s'agit d'un nouvel actif qui n'était pas incorporé dans l'ancien régime et bien évidemment dans la mesure où cet actif est particulièrement approprié aux contrats de concession et de sous-concession. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Du coup, alors maintenant, on peut passer aux questions. Et déjà, je voulais poser une question, de passer à la question des participants. Et, en termes de complexité du dossier par rapport au crédit impôt recherche, peut-être que c'est un outil un peu plus connu. Comment on pourrait placer les dossiers d'IPbox plus complexes, plus faciles? C'est autre chose, c'est tout à fait différent. Alors, c'est une question, j'allais dire, complexe à répondre. Pour une raison simple. Le crédit d'impôt recherche a été abondamment documenté, y compris le ministère de la Recherche met à disposition des guides pour expliquer comment faire et comment gérer le crédit d'impôt recherche. Ce n'est pas le cas pour l'IPbox. Pourtant, il y a bien des exigences documentaires qui sont fortes et qui vont probablement évoluer. Donc, l'IPbox a une autre caractéristique. L'IPbox s'alimente à partir des données de votre comptabilité analytique. Des contraintes supplémentaires par rapport au suivi qui existe en place dans le cadre du site. En clair, il va falloir que vous soyez capable de déterminer par actif les revenus, sujet qui n'est par exemple absolument pas traité dans le CIR. Le CIR ne s'intéresse absolument pas aux revenus. Donc, il y a des éléments complémentaires. Donc, en clair, la complexité de l'IPbox dépend de la complexité et la complétude de l'information disponible. Plein d'éléments qui sont propres à l'entreprise et à son contexte propre. Ok, merci, très clair. Et alors, il y a une question d'Hélène. Alors, elle nous dit qu'on a tout l'intérêt de construire la comptabilité en cohérence avec les crédits pour recherche et les patent box. C'est bien ça? Je pense que c'est plutôt... Mais c'est pas contre, une affirmation, pas trop une question, je crois. Mais alors, bon, oui. Alors, on a construire la comptabilité, c'est compliqué parce qu'elle existe déjà et c'est pas forcément nécessaire. Par contre, bien évidemment, il y a des informations qui sont nécessaires, mais qui débordent du champ de la comptabilité. Disposer d'un système de pointage sur les temps passés pour le développement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour du CIR, c'est nécessaire pour du C2I, c'est également nécessaire pour de l'IPbox. Il y a des manques qui peuvent être plus ou moins cruciaux.
des choses qui peuvent être plus ou moins importantes. De là à reconstruire une comptabilité pour être parfaitement en ligne avec les informations qui sont demandées, non, ce n'est pas forcément indispensable et ce n'est pas forcément pertinent. Merci Philippe. Alors, j'avais posé la même question à Olivier il y a quelques instants. Si vous avez un conseil à donner aux participants aujourd'hui concernant l'IPbox, évidemment, quel serait le conseil à retenir pour les sociétés et chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont présents? Moi, je ne peux pas trop intervenir sur l'IPbox. Oui, Olivier. Je vous ai déjà posé cette question, je crois. Alors un conseil, considérez l'outil d'un aspect un petit peu long terme, c'est du pluriannuel, et considérer la complexité du dossier en sachant que c'est un outil très intéressant qui est pérenne parce que ça répond aux demandes de l'OCDE. Et évidemment, les premières années, je pense que le fait de se faire aider est absolument indispensable. Je suis jugé parti en la matière, mais je pense que c'est nécessaire. Merci Philippe. Et Olivier, pardon, vous voulez ajouter quelque chose? Non, rien de particulier pour l'instant. Voilà, merci en tout cas. Ben, je pense que là, on a plus de questions du public. Et voilà, Jean-Philippe, si vous voulez ajouter un dernier mot, parce que je sais que l'IPbox est un dispositif pas très connu. Justement, c'est dans ce contexte aussi que nous, on essaye de générer des contenus pour les sociétés, pour les informer. Peut-être comment on pourrait faire pour encourager les sociétés à s'adresser à ce dispositif disponible aujourd'hui, qui est encore un peu méconnu. Est-ce que vous avez un dernier conseil? L'essentiel déjà, c'est de le mesurer, d'en voir ses effets. L'essentiel, c'est de le prendre en compte, y compris sur un aspect moyen terme. Mais il est tout récent. C'est tout à fait logique. Et donc, effectivement, si j'ose dire, participer à une réunion comme celle que nous venons d'animer, ça permet au moins de prendre connaissance de ce qui existe en la matière. Merci beaucoup. Donc, bon, je pense à la fin de ce webinaire. Je vous remercie, Olivier et Jean-Philippe, pour votre temps et partager avec nous votre expertise. Merci à tous les intervenants également. Comme je vous l'ai dit au début du webinaire, la retransmission sera disponible de la fin de ce webinaire et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Et voilà, je vous souhaite tous une excellente journée. À très bientôt. Merci. Merci.